Des amants discrets. Un couple franco-allemand dans l'après-guerre. 3e partie. Suite. Relations tendues. Villy, 17 novembre 1945. Jusqu'à la mi-novembre, Hélène est très prise entre son travail et la préparation du mariage d'André et Paola. Nous ne nous retrouvons que le soir, mais à cette saison, la nuit tombe vite. En outre, André ayant rejoint sa chambre dans le manoir, Léna ne peut prétexter rendre visite à son frère pour s'arrêter plus longtemps au moulin. Il nous reste les cours d'allemand, mais le temps nous est plus compté qu'avant. Nous nous contentons la plupart du temps de baisers volés et de caresses furtives. Ce 17 novembre est le jour de la noce tant attendue. Par chance, le temps est sec, ce qui permet de supporter le froid qui s'est installé sur la région depuis le début du mois. La mariée est ravissante, mais la plus belle reste Malena, que je dois me contenter de regarder en respectant une certaine distance. Elle est rayonnante dans une robe en velours lit de vin et un manteau cintré de même couleur. Karl et moi sommes les témoins de Paola. Nous ne nous sentions pas vraiment légitimes pour ce rôle, surtout moi. Mais André et Paola ont beaucoup insisté. Elle a au moins des compatriotes près d'elle pour ce grand jour. Les témoins d'André sont Hélène et René. C'est vraiment bizarre de se retrouver parmi les invités, alors que moi et Karl sommes toujours des PGA. Je ne suis pas le seul à le penser, d'après les murmures que je perçois en traversant le village au bras d'Albertine, pendant que Karl se retrouve avec Aglaé. Armand Desanet est celui qui amène la mariée à l'hôtel. Malgré son air bougon, je sais qu'il a fini par adopter Paola, mais il ne l'avouera sans doute jamais. Devant nous, Hélène est au bras de René, qui use de tout son charme. Les voir tous les deux l'un près de l'autre me donne des sueurs froides. J'essaie de me contenir, mais les voir ainsi me fait mal. Je n'ai jamais connu ce sentiment jusqu'alors. Je découvre cette jalousie qui me tord les tripes. Pour combattre cette envie que je ressens de mettre mon poing dans la figure de René, qui fait le joli cœur auprès de l'amour de ma vie, je me concentre sur mon rôle de témoin. Je dois paraître calme et souriant comme à mon habitude, surtout que la quasi-totalité du village est présente. Mon sourire doit être un peu crispé sur la photo prise à la sortie de l'église, malgré les efforts d'Albertine pour me détendre. Il y en a aussi une autre qui semble un peu coincée. C'est la sœur d'Armand Desanet, Elisabeth. Je peux la comprendre. Son mari est mort pendant la Grande Guerre, alors qu'elle était enceinte de son premier enfant. Une fille, Simone, née en 1917. Se retrouver pendant cette cérémonie avec 3 Allemands dont la mariée est une pilule amère à avaler. En comparaison, je me sens plus à l'aise avec Roger, l'ancien déporté, et sa mère. Je n'aurais pas osé lui adresser la parole s'il ne l'avait fait lui-même. Passées les premières minutes où je me confonds en excuses pour ce qu'il a subi, il me stoppe net à travers une chaleureuse poignée de main qui me signifie qu'il faut désormais passer à autre chose. Il sait qu'Hélène m'a raconté son parcours et ce que j'ai éprouvé, et que j'éprouve toujours. Malgré tous mes efforts, le repas est un supplice. Non loin de moi, je ne vois qu'Hélène, et à côté, René, qui déballe l'artillerie lourde, avec des compliments sur sa beauté à n'en plus finir. Il parvient même à la faire rire avec des anecdotes. Évidemment, il connaît tout d'elle, et depuis des années. Pas comme moi. Lui peut la draguer ouvertement. Personne n'y voit d'inconvénient. Moi, je dois me cacher pour voler un baiser. Pas lui. L'évidence me saute soudain au visage. Moi et Léna, c'est juste une illusion. Nous ne pourrons jamais vivre ensemble. Tout s'y oppose. Moi, allemand et prisonnier, elle, française et ancienne résistante. Léna serait bien mieux avec René. Tout serait tellement plus facile pour elle. Et puis, en les voyant l'un à côté de l'autre, je trouve qu'ils formeraient un beau couple. Comme si mes voisins de table lisaient dans mes pensées, je les entends commenter. Vous ne trouvez pas que René et Hélène forment un joli couple, lance la tante Elisabeth à son voisin de table, qui est justement le père de René, monsieur Tabary. Absolument, répond l'homme. Il lui tourne autour depuis un moment. Je pense qu'il ne devrait pas tarder à lui demander de l'épouser. J'imagine que mon frère en serait ravi. Armand ne demande que cela, renchérit Tabary.
J'ai l'impression que le ciel me tombe sur la tête. Bien sûr que le père d'Hélène ne doit attendre que ça. Comment pourrait-il vouloir de moi comme gendre? René, lui, coche toutes les cases. Français, bel homme, agriculteur qui héritera des terres de son père dont il est le fils unique. Moi, allemand, qui représente l'ennemi héréditaire, issu d'un peuple qui n'a rien fait pour empêcher les atrocités nazies, sans métier, sans le sou. Il faut que je m'efface. Hélène mérite beaucoup mieux. Je dois tout faire pour qu'elle se détourne de moi, quoi qu'il m'en coûte. Pourtant, lorsque le repas se termine et que mon regard croise celui de celle que j'aime, toutes mes résolutions faiblissent. Nous ne dansons que 2 fois ensemble, mais ces 2 fois sont comme des bulles de bonheur dans cette soirée morose. Sentir son parfum, sa taille fine entre mes mains, son corps parfait si près de moi me redonne du courage, surtout lorsqu'elle me chuchote qu'elle m'aime. Villy, 18 novembre 1945. Je redescends de mon petit nuage dès le lendemain, lorsque René débarque au moment du café. Je devine ce qu'il vient faire. Pas besoin d'être devin, surtout qu'il demande d'abord à parler avec M. Desaney. Quand Hélène est invitée à les rejoindre et que son père revient seul, l'air réjoui, je n'ai aucun mal à imaginer ce qui est en train de se passer. René, à genoux, demandant la main de la seule femme que j'ai jamais aimée et que je suis en train de perdre à cet instant. Pourtant, lorsqu'elle sort du bureau, Hélène a le visage fermé. Son regard doré croise le mien qui se fait implorant. Mes yeux lui crient tout mon amour et les siens sont tout aussi éloquents. Mais qu'est-ce que je peux espérer? Encore ce matin, elle m'a dit qu'elle m'aimait entre 2 baisers volés dans l'étable. Mais les doutes de la veille m'assaillent de nouveau. Je dois m'effacer pour qu'elle ne gâche pas sa vie avec moi. Comme c'est aujourd'hui dimanche, comme Karl, j'ai quartier libre jusqu'à l'heure de la traite. Je vais m'enfermer dans ma chambre au moulin avec un livre, histoire de me changer les idées. Peine perdue. Karl m'intercepte alors que je viens boire un verre d'eau dans la cuisine. Tu as une mine affreuse, aussi morne et déprimée que lorsque nous étions à Remagen. Qu'est-ce qui ne va pas? Chagrin d'amour, rétorquai-je laconique. Tu t'es disputé avec Hélène? Même pas. Alors quoi? Ne dis rien. Tu es jaloux? En l'absence de réponse, il poursuit. C'est René, c'est ça? Je suis sûre que c'est ça. Tu sais qu'elle ne l'aime pas. Tu as bien vu sa tête lorsqu'elle est sortie du bureau. Peut-être. Pourtant, elle devrait l'épouser. Ce serait la meilleure solution pour elle. Avec moi, elle va droit dans le mur. Il faut que je l'éloigne de moi. Karl me regarde les yeux exorbités, mais n'ose plus rien dire face à mon air décidé. Je sais qu'il est opposé à cette idée que je viens de proposer. Mais je sais aussi qu'il ne fera rien pour m'en empêcher. Il connaît mon obstination lorsque j'ai pris une décision. Sur mon lit, je me repasse le scénario que j'envisage pour parvenir à mes fins. Je visualise la scène. Il faut que tout ait l'air véridique. Hélène ne doit pas douter de ce que je vais lui dire. Je vais souffrir, mais pour elle, je suis prête à tout. Je revis chaque instant que nous avons partagé depuis que nous nous sommes rencontrés ce 7 juillet dernier. J'ai vécu quelques mois de pur bonheur. Ces moments seront mes plus beaux souvenirs. Il est temps de mettre fin à ce qui n'est qu'illusion. C'est mieux ainsi. Il n'y a pas que l'amour dans la vie. Hélène doit penser à son avenir. Et si elle n'y pense pas elle-même, je le fais pour elle. Je vais être malheureux, mais c'est pour elle que je fais tout ça. Comme chaque soir, Hélène me rejoint dans le foin. Je suis assis, la tête dans les genoux, lorsqu'elle arrive. Malgré l'envie que j'ai de me jeter sur elle pour l'embrasser, je ne bouge pas et me contente de relever la tête pour happer son regard d'ambre. Je suis à 2 doigts de craquer. « Villy, ça ne va pas ?» J'ai connu des jours meilleurs. « Je suis désolée que tu aies eu à supporter cela, dit-elle. »« Quoi? Que René te demande de l'épouser? C'était à prévoir et c'est mieux comme ça. »« Qu'est-ce que tu veux dire par c'est mieux comme ça ?» s'exclame-t-elle choquée. « Simplement que tu devrais dire oui. » Brusquement, Hélène se met en colère. « Tu t'entends, Villy ?
Primo, c'est à moi de juger si je dois épouser René ou non. Et pour commencer, je ne lui ai pas donné de réponse. Sa demande m'a tellement prise de court que je n'ai pas voulu faire de scandale. Je lui ai dit que j'allais réfléchir et que je lui donnerai une réponse d'ici la fin de l'année. Nos yeux se croisent. Je sais qu'à ce jeu-là, je vais avoir du mal à masquer mes véritables sentiments. Je préfère donc détourner le regard. Ma réponse, je la connais déjà, Vili. Ce sera un non, ferme et définitif. Tu devrais pourtant accepter, Helena. Pourquoi insistes-tu pour que je lui dise oui? Parce que je n'ai pas été tout à fait honnête avec toi. Ça y est, je vais entrer dans le vif du sujet. Il faut absolument qu'Hélène me croie. Pour l'instant, ce regard est perplexe. C'est-à-dire? Je t'ai menti, depuis le début, commençai-je. J'ai une fiancée qui m'attend en Allemagne. Je ne t'ai rien dit parce que je suis réellement tombé amoureux de toi. Mais plus le temps passe, plus je suis tiraillée entre le serment que j'ai fait à ma fiancée et ce que j'éprouve pour toi. C'est pour ça que je ne suis jamais allée plus loin que quelques baisers. Mais il est clair que nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. J'ai fait mon choix. Je ne trahirai pas mon serment. Et toi, tu devrais épouser René. Les yeux caramels d'Hélène flamboient autant de colère que de désespoir, et d'un seul coup sa main part. Je reçois une gifle magistrale, et elle est méritée. Tout ce temps, tu m'as menti? Tu as joué la comédie, crie-t-elle d'une voix bien trop aiguë qui trahit sa détresse. Non, je n'ai pas joué la comédie. Tout ce que je t'ai dit, je le pensais. Mais tu savais que, quoi qu'il arrive, tu choisirais ta fiancée, alors que tu savais que moi, je t'aimais, toi, et uniquement toi, gémit-elle les larmes aux yeux. Je baisse la tête, penaud. Que pourrais-je répondre alors que la voir pleurer à cet instant me prend aux tripes? Tu n'avais pas le droit, Vili, se récrie-t-elle, la voix étranglée par les sanglots. Tu n'avais pas le droit de jouer avec mes sentiments. Tu n'imagines pas à quel point ça fait mal. J'ai essayé de te le dire plusieurs fois, lorsque je t'affirmais que je ne te méritais pas, plaidai-je, pour essayer d'atténuer sa peine. Je sais pertinemment que cette tentative est vaine, et je ne peux que rester les bras ballants à la regarder sangloter, alors que je rêve de la prendre dans mes bras et la couvrir de baisers. Mais je dois assumer mon rôle jusqu'au bout. Il faut qu'elle me déteste. Je suis désolée, Hélène, tu dois m'oublier. T'oublier? Tu crois que c'est si simple, alors que je vais te voir chaque jour? Je devrais te détester, et pourtant je n'y arrive même pas. Tout ce que je ressens tout de suite, c'est un grand vide. Je me sens démunie face à ce chagrin que j'ai moi-même provoqué, devant son beau visage dévasté. Tu as tout détruit, Vili. Et si tu veux savoir, je te perds, toi, mais je n'épouserai certainement pas René pour autant. Je préfère rester vieille fille. Après tout, ça n'étonnera personne. C'est tellement fréquent chez les institutrices. Maintenant, laisse-moi. J'ai besoin de rester seule. Je m'éclipse, tête basse. Pourtant, je ne m'éloigne pas, inquiet de ce qu'elle pourrait tenter. Mais je l'entends sangloter pendant près d'une heure, cachée dans l'ombre. Je ne rejoins le moulin que lorsque je la vois de loin entrer dans le manoir, dans l'obscurité. Le sommeil me fuit, et les quelques moments où je m'assoupis sont peuplés de cauchemars. Vili, 3 décembre 1945. Les jours suivants, nous nous évitons soigneusement. Hélène a les yeux cernés, et moi, selon Karl, j'ai une mine de déterré. Je sais que je n'ai pas atteint pleinement mon objectif, puisque Léna a affirmé qu'elle n'épouserait jamais René. Ce qui est certain, c'est que je l'ai éloignée de moi. Nous ne nous parlons que pour le strict nécessaire, comme deux étrangers. Je sens les regards suspicieux de Karl, Albertine et Paola sur nous. Notre attitude doit leur sembler étrange. Peu importe, je ne ferai pas marche arrière, et manifestement, Hélène non plus. Pour supporter la situation, je me concentre sur le travail, qui ne manque pas, même en ces périodes froides. J'ai beaucoup appris en quelques mois au contact d'Hélène, André et Karl. M'occuper du bétail n'a presque plus de secret pour moi. J'ai aussi appris à m'occuper des chevaux. Les gros travaux d'automne étant passés, tels les récoltes de betteraves et de pommes de terre, puis les labours, l'épandages du fumier, les semis de blé et d'orge, nous sommes arrivés à la période des travaux d'hiver.
C'est l'époque de l'entretien des clôtures et du matériel, une occasion d'apprendre de nouvelles choses. Ces nouveaux apprentissages ont le mérite de détourner mon attention de la douleur que je me suis moi-même infligée. Je ne vois Hélène qu'au moment du repas du soir, ce qui suffit à raviver ma souffrance. J'évite son regard au maximum. Tout comme nous avons toujours tout fait pour cacher notre amour, nous nous efforçons de dissimuler notre rupture, et je lui restitue les livres qu'elle me prête dès que je les ai lus, en échange de nouveaux, comme nous le faisions auparavant. Mais nous n'avons plus aucune discussion à leur sujet. Personne n'ose me poser de questions, hormis Karl qui, bien entendu, met les pieds dans le plat au début décembre, un soir où je lui parais probablement plus triste que les jours précédents. « Willy, tu m'expliques ce qui se passe entre toi et Hélène ?»« Il ne se passe rien, Karl, ou plutôt, il ne se passe plus rien. »« Qu'est-ce que tu lui as dit pour en arriver à ce stade ?»« Nous avons vécu tant de choses tous les deux que Karl est devenu comme un frère pour moi. Je n'ai aucune raison de lui cacher quoi que ce soit. J'ai simplement trouvé le moyen de l'éloigner de moi, annonçai-je évasivement. Pour qu'elle dise oui à René ? Éventuellement. Dubitatif, Karl reste un moment quoi, puis me questionne de nouveau. Et qu'as-tu inventé pour qu'elle ne t'adresse pour ainsi dire plus la parole ? Un truc tout simple, que j'avais une fiancée qui m'attend en Allemagne. Et elle t'a cru ? Il faut croire, rétorquai-je amer. Et comment s'appelle cette fiancée ? J'avoue que je ne suis pas allée jusqu'à lui donner une identité précise, puisqu'elle n'existe pas. Karl éclate de rire. C'est vrai que mon stratagème est plus qu'approximatif. Mais l'essentiel est qu'Hélène croit en l'existence de cette fiancée à laquelle je prétends vouloir rester fidèle. Au moins, elle peut se sentir libre de prendre une décision sur son avenir, sans moi. Et tu te sens mieux maintenant qu'Hélène a pris ses distances ? Pas vraiment. Mais au moins, elle peut décider de son avenir sans s'occuper de moi, qui ne peut être qu'un obstacle à son bonheur. J'hésite entre admirer ton esprit de sacrifice ou pleurer sur ton immense connerie, assène-t-il d'un coup. Sur ces mots, il va se coucher, mais je sais qu'il trouve mon idée absurde. Tant pis, du moment que nous restons amis. Hélène, 6 décembre 1945. Depuis le lendemain du mariage d'André, je me sens brisée. Je croyais avoir trouvé l'amour auprès de Willy. Je me suis trompée. J'ai bien trouvé l'amour, mais à sens unique. Comment ai-je pu me tromper à ce point ? J'étais certaine que les yeux ne mentent pas. Pourtant, je me suis laissée berner par le regard bleu océan de cet homme que je pensais différent des autres. De fait, il l'est. Il prétend être tombé amoureux de moi, mais refuse de trahir son serment échangé avec une fiancée qu'il n'a pas vue depuis des mois. S'il me l'avait dit au départ, nous aurions pu rester au moins amis. Cependant, quelque chose cloche. Pourquoi ne reçoit-il jamais de courrier ? Après tout, qu'est-ce que j'en sais ? Il a pu en recevoir sans que je le sache. Je ne me suis d'ailleurs jamais préoccupée de cette question. Il n'a jamais parlé que de son oncle et sa famille, dont il n'a plus de nouvelles depuis plus d'1 an. En ce jour de la Saint-Nicolas, c'est l'effervescence dans la cuisine. Je descends de ma chambre, où je me suis isolée pour corriger les cahiers de mes élèves, attirée par une bonne odeur de gâteau. Paola et Albertine sont en pleine confection de biscuits. Ma belle-sœur m'explique que ce sont des Lebkuchen, fabriqués pendant la période qui précède Noël, à base de farine, de sucre, d'œufs, d'amandes en poudre, d'oranges confites, de zeste de citron, de cannelle et de rhum. J'ai l'impression qu'elles s'amusent comme 2 petites folles. Je me pointe au moment où Paola réalise le glaçage de ses biscuits. La future maman me raconte comment se passe la Saint-Nicolas en Bavière. C'est vrai que cette fête est importante en Allemagne. Willy m'en a parlé un jour. Ma voix s'étrangle quand je prononce le prénom de l'homme que j'aime toujours malgré son mensonge. Paola s'assied près de moi pour me prendre dans ses bras, et Albertine me scrute comme elle le fait toujours lorsqu'elle s'apprête à me tirer les verres du nez. Que s'est-il passé avec Willy, Crevette ? Paola et moi, nous avons bien vu que vous vous évitez. Pourtant, vous avez l'air aussi malheureux l'un que l'autre. Nous avons rompu.
Il m'a menti depuis le début, grand-mère. Il m'a caché qu'il avait une fiancée en Allemagne. Il dit avoir été amoureux de moi, mais il a fait son choix. Fin de l'histoire. Willy, une fiancée? J'ai du mal à le croire, balbutie ma grand-mère décontenancée. Dans mon malheur, il n'a pas tenté autre chose que des baisers, et je suis toujours vierge si tu veux savoir. Albertine hausse les épaules, comme si ma virginité était un détail pour elle, et ça l'est très certainement. Et René dans tout ça, demande-t-elle. René? Rien de changé. Je ne suis pas amoureuse de lui, et j'ai bien l'intention de refuser sa demande. Je resterai toute ma vie mademoiselle Desaney, maîtresse d'école. Pas de quoi fouetter un chat. Je m'efforce de donner le change, mais j'ai envie de pleurer plus qu'autre chose. J'ai beau faire, je ne peux échapper à l'œil aiguisé de ma grand-mère, sans parler de mon frère et de Paola. Tous ces efforts m'épuisent, et sentir Willy tout près de moi chaque soir n'arrange rien. Chaque nuit, je rêve de lui. Ses baisers, ses caresses, nos discussions me manquent. Willy, 11 décembre 1945. Ce mardi 11 décembre, le froid est glacial. Karl et moi avons passé l'après-midi à réparer des clôtures et nous nous hâtons pour rentrer nous mettre au chaud. Depuis 3 jours, les températures ont chuté bien en dessous de 0 et nous travaillons le plus possible en intérieur. Nous ne prononçons pas une seule parole, le menton et le nez enfoncés dans notre cache-colle. Quelque chose attire soudain mon regard en approchant de l'intersection entre le chemin de la Bonde et celui du Beau Soleil. Un vélo. Karl, on dirait le vélo d'Hélène. Sans attendre la réponse, je m'élance dans cette direction. C'est bien le vélo d'Hélène, et sa propriétaire gît inanimée dans le fossé. Affolée, je me précipite vers elle pour la prendre dans mes bras, mais elle ne répond pas. Elle est complètement inerte. « Léna, mon amour, réveille-toi. S'il te plaît, Herzchen, réponds-moi. » Je caresse ses cheveux, la serre contre moi. Elle est glacée. J'enlève mon manteau pour l'en envelopper et la réchauffer. Mon cœur bat à 100 à l'heure. Mon Dieu, faites qu'elle se réveille. Je soulève mon trésor et je me presse vers la ferme pour y chercher du secours et la mettre à l'abri du froid. Je ne sens ni l'air glacial ni le poids d'ailleurs léger de Léna. Toute mon attention est focalisée sur l'amour de ma vie. Karl me suit avec le vélo. « Accroche-toi, ma chérie. Ne me laisse pas. Tu ne dois pas mourir. Même si nous ne serons jamais ensemble, tu dois vivre. Je t'aime, Léna. Je n'ai jamais aimé que toi. » Je cours plus que je ne marche avec le corps inanimé d'Hélène dans les bras. Arrivé devant le manoir, Karl lâche le vélo et court m'ouvrir la porte d'entrée. Je rentre comme une tornade avec mon précieux fardeau dans les bras. « Albertine !» hurlai-je. « À l'aide ! Vite ! Hélène a eu un accident !» Celle-ci déboule de la cuisine, suivie de Paola. Lorsqu'elle me voit en larmes avec Hélène dans les bras, elle m'ordonne aussitôt de la monter dans sa chambre. « C'est au bout du couloir à gauche, tu ne peux pas te tromper. De toute façon, je te suis. » Je me laisse guider par le parfum d'Hélène, puis je la dépose délicatement sur son lit. Je la recouvre de son édredon pour la réchauffer et je continue à l'appeler. « Léna, mon amour, ne me laisse pas. Je t'en supplie. Réveille-toi, je t'aime. » « Reste avec elle, m'intime Albertine. Je reviens. Je vais envoyer André chercher le médecin. » Je me blottis contre le corps de celle que j'aime pour lui communiquer la chaleur de mon propre corps, la couvrant de baisers et de caresses, l'exhortant à se réveiller. Lorsqu'Albertine et Paola entrent dans la chambre, je tiens Hélène contre moi et la berce en pleurant. « Laisse-nous nous occuper d'elle, Willy, » dit doucement Albertine. « Nous allons la changer et bassiner son lit pour la réchauffer. » Tiens-moi au courant, Albertine. J'espère qu'elle va s'en sortir. Elle est ma raison de vivre. Ne lui dis pas ce que tu as entendu, s'il te plaît. Elle doit continuer à m'éviter. Promis, Willy. Je vois bien que Paola regarde Albertine d'un air navré. Mais je veux qu'Hélène s'en sorte sans savoir que j'y suis pour quelque chose. Lorsque je vois la voiture du médecin arriver, je reste aux aguets, attendant la moindre nouvelle. Je prie sans interruption depuis que j'ai laissé Hélène entre les mains de sa grand-mère et de Paola. Aglaé accourut aussi au chevet de sa fille. Le docteur est à peine reparti que je déboule dans la cuisine où je retrouve Albertine. Elle va s'en sortir, Willy. Elle commence à reprendre conscience et le docteur est confiant. Elle a vraisemblablement dérapé sur le verglas et sa tête a dû heurter le sol assez durement. A priori, elle est restée dans le fossé moins d'une demi-heure.
Il a parlé de commotion cérébrale. Pour lui, il n'y a aucun signe de fracture du crâne. L'examen des pupilles est normal. Il est parti voir un autre patient. Il revient dans une petite heure. Je reviens 1 heure après, au moment du repas qui est un peu désorganisé ce soir. Mais je n'en ai cure. Je n'ai pas faim. Toutes mes pensées sont tournées vers Hélène. Cette fois, c'est Paola qui me donne des nouvelles. Elle a repris connaissance. Elle va nécessiter une surveillance pendant 48 heures pour déceler le moindre signe d'une hémorragie cérébrale, comme des maux de tête importants, des nausées ou des vomissements, ou encore une somnolence, une perte de conscience. Au moindre trouble, nous avons ordre d'appeler le docteur. Je pâlis au fur et à mesure que la liste s'allonge. Aussi, Paola me prend la main. C'est juste une précaution, Willy. Elle est jeune, en bonne forme physique. Il n'y a aucune raison que cela se produise. La seule chose qu'elle risque vraiment, c'est un gros rhume pour être restée inerte par ce froid. Moi qui essayais depuis quelque temps de jouer l'indifférent vis-à-vis d'Hélène, je me dévoile complètement. Tant pis, j'ai besoin d'être rassurée. Hélène, le même jour. Pourquoi suis-je dans mon lit? Comment suis-je arrivée là? La dernière chose dont je me souviens, c'est d'être sur le chemin du Beau Soleil, à quelques encablures de la ferme. J'ai hâte de rentrer tant il fait froid. La seule chose qui me revient à l'esprit, c'est une voix qui me supplie de revenir, la voix d'un homme, qui me dit de ne pas le laisser, qu'il m'aime. J'ai dû rêver. Il fait sombre dehors. La chambre est juste éclairée par ma lampe de chevet et j'ai froid. « Ah, te voilà revenue parmi nous, ma belle !» s'exclame une voix, celle du docteur Levasseur. « Qu'est-ce qu'il fait là ?»« Tu peux dire que tu as fait de belles frayeurs à tout le monde. »« Qu'est-ce qui s'est passé ?»« Toi seul pourrais nous le dire, répond le médecin. Mais j'ai comme l'impression que tu as fait des acrobaties à vélo et que ta tête a heurté le sol. » Il me prend la main et la guide vers une bosse sur le haut de ma tête. « Aïe !» fais-je en touchant l'endroit. « Tu as mal où exactement ?» s'enquiert le brave docteur. « À l'endroit de la bosse. »« Uniquement là ?» insiste-t-il. « Oui. »« Pas de nausée ?»« Non, rien d'autre. Qui m'a ramené ?»« Je crois que ce sont vos 2 ouvriers allemands. Tu leur dois la vie, ma jolie. Sinon, tu aurais chopé une pneumonie par-dessus le marché. » La voix, pensai-je. Peut-être que je n'ai pas rêvé alors. C'était lui, j'en suis presque sûre. « Ma grande, ce soir, tu auras le droit juste à un peu d'eau et de bouillon de légumes. Et tu vas être surveillée pendant les prochaines 48 heures. Tes élèves devront se débrouiller sans toi. Je vais appeler Simone Vallès pour l'avertir. »« Merci, docteur. »« De rien, je passerai te voir demain matin. » Je m'assoupis un peu, j'ignore combien de temps exactement. Mais quelqu'un me secoue légèrement l'épaule. « Hélène, ouvre les yeux !» chuchote une voix. Je m'exécute en grognant. « C'est bien, chérie, rendors-toi. » Drôle d'idée de me réveiller pour me dire de me rendormir. Et ce manège se reproduit plusieurs fois dans la nuit. Le pauvre docteur en fait les frais le lendemain, surtout lorsqu'il me révèle que ses gardes-malades l'ont fait sur son ordre. Heureusement, j'obtiens le droit de me lever, mais je dois prendre mes repas dans ma chambre jusqu'à nouvel ordre. Je peux au moins regarder par la fenêtre et faire quelques pas. Malgré mes questions, aucune de mes 3 gardes-malades ne me révèle qui m'a ramené et comment. Ont-elles conscience que le brave docteur Levasseur m'a pourtant dit qu'il s'agissait de Carl et Willy? Pourquoi ne confirme-t-elle pas cette information? Mystère. En outre, dans mon demi-sommeil, j'ai cru apercevoir sur un fauteuil près de mon lit un manteau. Et ce manteau, c'était celui de Willy. Le lendemain matin, le fameux manteau avait disparu. Lorsque j'obtiens enfin l'autorisation de descendre prendre mes repas avec tout le monde, je retrouve ma place à table, près de Willy. Rien ne semble avoir changé depuis mon accident. Il m'évite toujours aussi soigneusement. J'ai vraiment dû rêver. Pourtant, j'aurais donné ma main à couper que celui qui me demandait de ne pas le quitter, de revenir, qui me répétait avec des sanglots dans la voix qu'il m'aimait, c'était lui. Manifestement, j'ai pris mes désirs pour des réalités. Hélène, 20 décembre 1945. J'ai retrouvé mes habitudes après avoir surmonté une bonne bronchite après ma brève station dans un fossé en plein froid, à grand renfort d'aspirine, d'inhalation et de sirop pour la toux, sans omettre les cataplasmes de farine de lin et de moutarde. Pour autant,
je n'ai pas encore repris le travail. Ce sera le cas après les vacances de Noël. Ce jeudi 20 décembre, je me sens suffisamment bien et j'accepte avec joie la promenade que me propose Paola. Elle m'entraîne dans le verger, le long de la Varenne. Marcher dans l'herbe au grand air me fait le plus grand bien, d'autant que contrairement au jour de ma chute, où il gelait à Pierrefonds, aujourd'hui il fait doux pour la saison avec 15 degrés. Nous flânons bras dessus, bras dessous en papotant. Pendant ces derniers jours, j'ai beaucoup lu, mais aussi tricoté une brassière, une culotte et des chaussons pour mon futur neveu ou ma future nièce. J'ai fait redescendre aussi le berceau qui nous avait servi à André et moi, dont j'ai entrepris de refaire la garniture avec du tissu de récupération. Par la même occasion, j'ai ressorti la robe de baptême qui nous avait servi à André et moi. Nous avons prévu d'aller récolter quelques poireaux, carottes, panais et un chou au potager. Cependant, Paola, comme la plupart des femmes en fin de grossesse, ressent une envie pressante et me demande de l'attendre en profitant des rayons d'un soleil d'hiver bien agréable. « Je n'en ai pas pour longtemps, me dit-elle. En attendant, je m'assieds sur un des 2 bancs installés sous les fenêtres du rez-de-chaussée. La voix de mon frère me fait tendre l'oreille. Il n'est pas seul dans son bureau et je me rends compte que son interlocuteur n'est autre que Willy. « Tu m'inquiètes, Willy. Tu fais ton boulot. À cela, rien à redire, mais je vois bien que le cœur n'y est pas. Qu'est-ce qui t'arrive ?»« Rien de particulier, André. Je vais me reprendre. Je l'espère. Toutefois, j'ai remarqué que ton coup de mou a commencé après le mariage. Et j'ai vu aussi que depuis cette époque, toi et Hélène ne vous adressez plus la parole, alors que vous vous entendiez à merveille. Que s'est-il passé? J'aimerais comprendre. René lui a demandé de l'épouser, alors j'ai voulu lui faciliter la tâche. Mon cœur s'emballe. Qu'entend Willy exactement par là? C'est justement la question que lui pose André. Je lui ai dit qu'une fiancée m'attendait en Allemagne et qu'épouser René était sans doute le mieux pour elle. Tu as une fiancée en Allemagne? Tu n'en as jamais parlé auparavant. Je me souviens que tu m'as même dit que personne ne t'attendait en Allemagne, à part un oncle, une tante et des cousins, dont tu n'as plus de nouvelles depuis des mois. En réalité, je n'ai aucune fiancée. Je n'ai jamais eu de relation sérieuse avant de rencontrer Hélène. Elle est la première, la seule, dont je suis tombé amoureux. Elle seule compte. Alors pourquoi lui dire que tu es une fiancée? Pour qu'elle prenne ses distances avec moi, au besoin qu'elle me déteste, et qu'elle décide d'épouser René. Elle n'a aucun avenir avec moi. Ton père n'acceptera jamais un autre boche dans ta famille. Mon cœur loupe un battement. Tu sais que c'est complètement con comme idée, reprend la voix de mon frère. Tu n'as pas envisagé que, quoi que tu dises, Hélène refusera d'épouser René. Elle me l'a dit. Au moins, elle ne gâchera pas sa vie avec moi. Et ta vie à toi? Mais peut-être que tu ne l'aimes pas assez. Ma vie n'a aucune importance. Seule celle d'Hélène compte. Je l'aime plus que tout. Je mourrai pour elle s'il le faut. Je sais que je m'impose une torture tous les jours. Tu n'imagines pas ce que je ressens à la voir sans pouvoir la toucher. Écoute, Willy, encore une fois, je trouve cette décision aberrante. Je n'entends pas la suite car Paola vient de réapparaître et je vais à sa rencontre. Ça va, Hélène? Je n'ai pas été trop longue? Non, ne t'inquiète pas. Allons récolter quelques légumes pour Albertine. Je lui prends le bras pour aller au plus vite vers le potager. Je ne veux pas que Willy s'aperçoive que j'étais à proximité lors de sa conversation avec mon frère. Ce que j'ai entendu cet après-midi change tout. Je suis d'accord avec André. Le plan de Willy est complètement idiot et voué à l'échec. Et j'ai bien l'intention de lui dire moi-même. Toutefois, ce que je retiens surtout, c'est qu'il n'a jamais cessé de m'aimer. Je ronge mon frein toute la soirée, trouvant que tout le monde tarde à aller se coucher. Lorsqu'enfin le silence règne dans le manoir, j'enfile des vêtements que j'ai prévus pour le lendemain matin et je descends l'escalier sans bruit, mes chaussures à la main. Je n'omets pas de ramasser dans le vestibule mes sabots et ma blouse pour la traite du lendemain. J'ouvre tout doucement la porte du cellier pour rejoindre le souterrain avec ma lampe torche. Je connais le parcours par cœur. Arrivé au niveau du cellier du moulin,
J'actionne le mécanisme en espérant que ni Karl ni Willy n'entendront le moindre bruit. En passant la porte du cellier qui donne dans la cuisine, j'entends les ronflements de Karl, ce qui me fait sourire. Je parviens jusqu'à la porte de la chambre de Willy. Là encore, je prie pour que la porte ne grince pas, et j'éteins ma lampe torche. J'ose à peine respirer. Je perçois la respiration de Willy, qui semble avoir un sommeil agité. Soudain, il se met à crier mon nom. Je stoppe net ma progression vers le lit. Je reste en apnée pendant qu'il parle dans son sommeil. « Léna, mon amour, je t'aime, si tu savais. » Je continue ma lente progression, pas à pas, jusqu'au moment où je peux m'asseoir sur le lit. De nouveau, Willy s'agite et crie, mais ne se réveille pas. Je m'allonge près de lui, hésitant à me glisser sous les couvertures. Quand l'homme que j'aime se met à pleurer dans son sommeil, je ne résiste pas et je pose ma tête sur son épaule pour lui caresser le visage. Ce simple geste le réveille, et lorsqu'il réalise que je suis près de lui, il allume la lampe de chevet et se redresse brusquement. « Léna, qu'est-ce que tu fais là? Tu ne devrais pas, retourne dans ta chambre. » Je me révolte presque en colère qu'il me chasse. « Hors de question, Willy Lorenz. Cette fois, tu ne me chasseras pas. Primo, je suis chez moi. Secondo, tu me dois des explications. » Je crois que mon ton le surprend, et ses yeux bleus me fixent, ahuris. « Si tu penses pouvoir te débarrasser de moi aussi facilement, tu te fourres le doigt dans l'œil jusqu'au coude. J'ai entendu ce que tu as dit cet après-midi à mon frère. Oh, je ne cherchais pas à espionner. Je me suis trouvée là par hasard. Mais je sais maintenant que tu n'as jamais eu de fiancé en Allemagne. » « Tu as donc aussi entendu pourquoi je t'ai raconté cette histoire, soupire-t-il. « En effet. Et comme mon frère, je trouve cette idée complètement idiote. Je t'aime, Willy Lorenz. Et ça, tu ne peux rien y changer. Et si je ne peux pas vivre avec toi, alors ce sera personne. » Il est évident que mon intonation le désarçonne complètement. Mais moi aussi, je peux rester dans mon rôle, même si je crève d'envie de me réfugier dans ses bras au lieu de le fustiger. Je t'ai aimé au premier regard. Moi, une résistante, je t'ai aimé. Toi, un boche, maigre à faire peur. Pour la première fois, je suis tombée amoureuse. Je roule sur lui pour prendre son visage entre mes mains. Maintenant, regarde-moi droit dans les yeux et dis-moi que je ne suis plus rien pour toi, que tu ne veux pas de moi. Mes yeux ne lâchent pas les siens. Allez, j'attends. Ose dire que tu ne m'aimes pas. C'est qui tout double? Je prends le risque qu'il s'obstine dans son projet stupide. En réalité, s'il me prend au mot, je ne sais vraiment pas ce que je vais faire. « Tu sais que je ne peux pas, » gémit-il, désespéré. « Tu es la seule femme que j'aime. Même si tu en épouses un autre, je ne cesserai jamais de t'aimer. Alors peu importe ce que pensent mon père et tous les autres, je t'aime plus que tout, et je suis prête à te suivre, en Allemagne ou à Tombouctou le jour où tu seras libérée. Peu importe où, si c'est avec toi. » Mes lèvres se posent sur les siennes, et je me love contre lui. « J'ai besoin de toi, mon amour. Tu es l'homme avec qui je veux passer mes jours, mes nuits, l'homme avec qui je veux faire l'amour et avoir des enfants. Moi aussi, je pourrais mourir pour toi. » Je recommence à l'embrasser fiévreusement, et je sens qu'il répond à mes baisers. « Je veux sentir ta peau contre ma peau, » déclarai-je en commençant à déboutonner ma robe. « Je veux être à toi. Fais-moi l'amour cette nuit. » Mon cœur bat à tout rompre. La chaleur de ses lèvres réveille les papillons dans mon ventre. Quand mon bas-ventre effleure son entrejambe et que je sens son sexe gonflé et durci, je succombe littéralement. Je le veux en moi et je lui fais comprendre. Mes hanches ondulent d'instinct contre lui. Le désir que j'éprouve pour lui n'empêche pas une certaine appréhension, mais je suis déterminée à aller jusqu'au bout. Je suis éperdument amoureuse de cet homme. Nous perdons la tête tous les deux. Quand il capture de nouveau mes lèvres dans un baiser langoureux, passionné, que nos langues se mêlent, tout mon corps est en attente. Puis il me débarrasse complètement de ma robe, de mon soutien-gorge, et ses lèvres, sa langue, sillonnent mon corps tout entier. Tout mon épiderme, qu'il parsème de baisers fiévreux, est électrisé. Je me laisse envahir par les sensations nouvelles qu'il fait naître en moi. Ses mains accompagnent le voyage de ses lèvres sur mes seins. Pendant que sa langue titille un de mes mamelons, une main glisse plus bas, déclenchant un spasme dans mon entrejambe.
Une vague de frissons me traverse de haut en bas. Ses doigts glissent dans ma culotte et pénètrent dans mon intimité, pendant que son pouce caresse une zone hypersensible. Il fait glisser mon dernier rempart de vêtements et l'envoie valser je ne sais où. Et sa langue remplace ses doigts pour se faufiler dans mes replis humides. Je frémis et je n'arrive plus à penser. Il me butine comme une abeille en quête de pollen, si ce n'est que les pétales de fleurs sont mes lèvres intimes. Mon corps se met à vibrer et mes jambes à trembler. Puis de nouveau, un doigt, si ce n'est deux, s'immisce en moi et initie un mouvement de va-et-vient tout en émoustillant cet endroit si sensible avec son pouce. Un agréable bien-être en même temps qu'une certaine tension s'accroissent en moi. Soudain, une explosion de sensations délicieuses m'envahit comme un feu d'artifice corporel et cérébral. Je crie de surprise, et Vili pose sa main sur ma bouche pour atténuer le bruit que je fais inconsciemment. « Qu'est-ce qui m'arrive » haletai-je. Je ne parviens pas à contrôler la kyrielle de frissons qui me pourfendent, ni les spasmes qui enserrent les doigts de mon amant en moi, pendant que mes doigts, à moi, s'accrochent au drap. « Tu viens de vivre ton premier orgasme, Léna chérie. Mais tu es toujours vierge. Nous pouvons arrêter là si tu veux. »« Non, je te veux en moi, » affirmai-je encore essoufflé. « Tu es certaine ?» Devant mon affirmation, il guide ma main jusqu'à son caleçon, où son sexe tendu palpite. J'étouffe un « oh » de surprise, mais je n'ose m'aventurer à le caresser. Vili poursuit son exploration. À genoux, il écarte mes jambes et je sens sa langue prendre le relais de ses doigts. L'onde de chaleur dans mon ventre devient insupportable. J'ai envie de lui. Chaque coup de langue, chaque effleurement de ses doigts déchaîne des ondes de plaisir. Puis il glisse ses jambes entre les miennes et s'introduit doucement en moi, avant d'interrompre sa progression. Je vais être obligé de pousser un peu plus fort pour franchir ton hymen. Tu vas peut-être ressentir une douleur, me souffle-t-il. La poussée me fait certes un peu mal, mais la douleur ne dure pas. Ne bouge pas. Détends-toi, mein Liebling, me murmure-t-il. Ton corps doit s'habituer à ma présence en toi. Sous ses baisers et ses caresses, mon corps se détend en effet, et mon amant commence à se mouvoir en moi. Puis il me soulève et me guide pour que j'enroule mes jambes autour de son bassin, et pousse son sexe un peu plus loin en moi. Je l'accompagne dans ses va-et-vient, et nous gémissons à l'unisson. J'enfonce mon visage dans son épaule, afin d'éviter de crier comme tout à l'heure. Mon cœur n'a jamais battu aussi vite et aussi fort. Chacun de ses coups de rein me rend folle et je me cambre d'instinct pour l'accueillir encore plus profondément. Quand il accélère, j'étouffe mes cris dans mon poing de peur que Karl entende. Nos respirations deviennent précipitées. Plus rien d'autre n'existe que lui et je sens le plaisir monter de nouveau. Puis des spasmes secouent mon bas-ventre, mes muscles se resserrent autour de son sexe et un torrent de plaisir déferle en moi, pendant que dans une dernière poussée, Vili gémit mon prénom avant que son torse s'écrase contre ma poitrine. Avant de se retirer, il m'embrasse à pleine bouche. Je me grise de sa chaleur, de la douceur de sa peau, de son odeur. Vili, la même nuit. Moi qui m'étais promis de ne pas céder et de l'éloigner de moi, peine perdue. Dès que Léna est près de moi, plus rien d'autre ne compte. Sentir son corps contre le mien m'a fait perdre tout contrôle après tant de jours à l'éviter. Dieu que je l'aime. Comment ai-je pu croire que je pourrais supporter longtemps cette distance que j'ai moi-même imposée? Elle s'est donnée à moi si totalement que j'ai complètement perdu toute volonté de résister, si toutefois elle a jamais existé. Je caresse son visage, son corps sans me lasser. Elle a eu raison de me bousculer pour que je passe enfin à l'acte. Son plaisir a été ma première récompense, jusqu'à cet orgasme qui nous a terrassés tous les deux. Faire l'amour avec la femme qu'on adore change tout. Je n'ai jamais rien ressenti d'aussi intense. « Merci, me dit-elle soudain. Merci de m'avoir fait découvrir tant de plaisir. Je doute t'en avoir donné autant. » Ma parole lit dans mes pensées. « Tu plaisantes, Herzchen. Je n'ai jamais ressenti de telles sensations. Ce n'est pourtant pas les expériences qui doivent te manquer. Serait-elle jalouse ? Léna,
Les seules relations que j'ai eues auparavant étaient avec des prostituées. Rien de vraiment romantique. « Je veux tout savoir de toi, » susurre-t-elle. « C'était quand ta première fois ?» Avoir cette conversation avec la femme de ma vie me semble hallucinant, mais j'obtempère. C'était juste après mon abitur en 1941. Avec des camarades, nous avons décidé de perdre notre virginité et nous sommes allés au bordel. J'avoue que j'étais un peu intimidée par le lieu et toutes ces filles. Je n'ai rien décidé. C'est une des prostituées qui m'a choisie. Elle avait repéré le plus beau gosse de la troupe, aimait-elle. Ne te moque pas. Je ne me moque pas, c'est un constat. Tu es si beau, Willy. Comment était-elle? Rousse, la trentaine et un certain charme. Ce dont je me rappelle surtout, c'est ce qu'elle m'a dit ce jour-là. Chérie, tu dois d'abord apprendre à donner du plaisir à ta partenaire. Le tien n'en sera que plus fort. Elle m'a tout appris. J'aimerais pouvoir la remercier, déclare Hélène très sérieuse. Mais elle ne t'a pas tout appris en une seule fois. Je rougis à cette évocation, et la question me prend de court, comme le reste de notre conversation. Je décide de jouer franc jeu. Non, évidemment. Je suis retournée là-bas chaque semaine, jusqu'à mon incorporation en septembre, avouai-je. Eh bien, dis-moi, Willy Lorenz, tu y avais manifestement pris goût? Je ne peux réprimer un sourire. Pourquoi le cacher? En plus, elle ne me faisait payer qu'une fois sur 2, voire 3. Tu étais son chouchou, je la comprends. Et certainement un très bon élève. Maintenant, à toi de m'apprendre. Sans prévenir, elle roule sur moi et plaque ses lèvres sur les miennes. Sa bouche chaude m'emporte dans un autre monde. Nos langues se lancent dans une danse endiablée. Ses mains caressent ma nuque et les miennes s'égarent sur sa chute de rein. Au contact de sa peau nue sur la mienne, un feu liquide se déverse dans mes veines. Ses yeux ambrés plongent dans les miens et je me noie dedans. « Je t'aime », murmurai-je à voix basse. Un sourire illumine son magnifique visage. Mon rythme cardiaque s'accélère et je ne parviens pas à contenir la chaleur qui grimpe en moi. Ses lèvres douces parcourent mes épaules, mon torse, et ce léger contact m'enflamme. La lave qui parcourt mes vaisseaux sanguins se faufile dans le reste de mon corps. Mon souffle devient court lorsque sa bouche et ses doigts se rapprochent de mon sexe. Une nouvelle vague de désir s'empare de moi, irrésistible, incontrôlable. Mes doigts se glissent dans ses cheveux et je la sens frissonner. Lorsqu'une de ses mains se met à caresser ma verge tendue et que l'autre se pose sur mon torse, je suis sûre qu'elle peut percevoir mon cœur s'affoler sous ses doigts. Encore plus lorsque ses lèvres entourent mon membre viril. C'est à mon tour de gémir sous ses coups de langue. Si au début je l'encourage, je finis par lui souffler de s'arrêter. « Elena, si tu continues comme ça, je risque d'exploser. » Mes mains voyagent jusqu'à sa taille pour la ramener vers moi, presser mes lèvres contre les siennes et la faire basculer sur le côté. Collée à son dos, je laisse une main caresser ses adorables petits seins, glisser sur son flanc, puis entre ses cuisses pendant que j'inonde son cou et ses épaules de baisers. Mes doigts s'insinuent dans son intimité et je la sens s'arc-bouter. Bon sang que j'ai envie d'elle. Lorsque je la pénètre et commence à aller et venir en elle, Malena se laisse emporter et s'adapte à mon rythme, le haut de son corps tourné vers moi. Une de mes mains titille son bourgeon charnu et je dois étouffer ses gémissements d'un baiser passionné. Au fur et à mesure que le rythme s'amplifie, je sens le plaisir monter crescendo. J'attire de nouveau l'amour de ma vie vers moi et l'incite à se positionner au-dessus de moi et à me chevaucher. C'est les yeux dans les yeux que nous atteignons tous les deux, un nouvel orgasme aussi foudroyant que le précédent. Nous restons un long moment enchevêtrés, encore hors d'haleine. Lorsque je reviens à la réalité, une évidence s'impose à moi au moment où j'essuie la semence qui s'écoule entre les cuisses de ma belle Léna. Mon amour, c'était magique, mais nous avons été imprudents. Et si jamais je t'ai mise enceinte? Elle dépose un fougueux baiser sur mes lèvres et immisce sa langue dans ma bouche pour m'interrompre. Puis elle me fixe, un brin moqueuse. « Aucun risque, m'assène-t-elle. »« Comment peux-tu en être aussi sûr, Herzchen ?» demandai-je, interloqué par son aplomb. « La science, mon cœur.
Crois-moi, je sais de quoi je parle. Le docteur Ugino, un japonais, et le docteur Knaus, son collègue autrichien, ont découvert que chez la femme, l'ovulation se produit une seule fois au cours du cycle menstruel, entre le 12e et le 16e jour après le début de la menstruation. Comme les spermatozoïdes survivent jusqu'à 5 jours après l'éjaculation et que l'ovule survit pendant 1 jour après l'ovulation, il est simple de déterminer la période où nous, les femmes, sommes fécondes. En ce qui me concerne, comme je suis réglée comme une horloge avec un cycle de 28 jours, je suis féconde entre le 10e jour et le 17e jour après le début de mes règles. Je les ai eus lundi dernier. Nous avons donc encore presque une semaine à en profiter avant de nous arrêter pendant une semaine. Waouh, tu es certaine de ça? À vrai dire, je n'ai jamais expérimenté la chose. Tu t'es bien aperçu que j'étais encore vierge. Mais une de mes collègues institutrices l'utilise et ça marche. Mais il faut être rigoureux et avoir le calendrier à l'œil. Sinon, les autres solutions reposent sur toi. Ma grimace doit être révélatrice car elle pouffe de rire. Message reçu. Rassure-toi, j'en ai autant envie que toi dès que tu me touches. Je crois que la période d'abstinence risque d'être difficile. Mais j'ai bien perçu que tu savais me donner du plaisir sans risquer quoi que ce soit. Et je crois que je sais aussi comment t'en donner à toi. Hélène est étonnante. Je n'ai jamais rencontré une fille qui parle aussi ouvertement de ce genre de choses. Mon hébétude a dû l'interpeller car elle poursuit. Ne fais pas cette tête. J'ai des lectures très éclectiques et en outre, je suis une fille de la campagne où nous savons toutes comment se reproduisent les animaux, y compris les humains. Pour toute réponse, je l'enlace de peur qu'elle ne m'échappe. Il est peut-être temps que nous dormions un peu.